Bonjour Jean-Pierre Brouillot. Bonjour Dorothée. Faute d'être chez moi quelque part, j'avais décrété que je pourrais l'être partout. Il nous raconte depuis hier matin tous les endroits qui sont chez lui. Jean-Pierre Brouillot est aveugle depuis l'âge de 15 ans et c'est un infatigable voyageur. Son livre est publié chez Point Seuil. Allez voir ailleurs. Alors je vais tâcher de pas trop vous embêter avec des questions sur l'aveuglitude, comme vous dites, Jean-Pierre Brouillot. Longtemps, la curiosité des gens sur votre cécité vous a fatigué. Et vous répondiez parfois, qu'est-ce qu'un handicapé si ce n'est une personne qui te laisse penser que tu es normal, toi ? J'imagine que ça coupe court à toutes les conversations. Oui, mais aujourd'hui, je parle de ça, je suis libéré de toute oppression par rapport à cela, et je parle de ça absolument volontiers. J'appellerais plus ça l'aveuglitude aujourd'hui, j'appellerais ça simplement la cécité. Vous êtes en effet plus apaisé aujourd'hui, on le comprend très bien en vous lisant. Un jour, vous avez cessé d'être en conflit avec votre cécité et tout devint beaucoup plus facile. Oui, quand on n'est plus étranger à soi, la vie d'un seul coup devient un grand champ de jeu ludique, J-E-U. Une question sans doute un peu naïve. Voyageriez-vous autant si vous n'étiez pas aveugle, Jean-Pierre Brouillot ? Alors, j'ai pas de réponse parce que je suis aveugle. Donc, je peux pas être un autre. Donc, je peux pas vous répondre. C'est sans doute ça qui vous caractérise le mieux. Vous êtes au monde. Vous êtes ici et maintenant, à tout instant. Oui. Vous aussi, hein ? Plus que tout le monde, non ? Vous savez, quand vous écoutez le tic-tac d'une horloge, vous pouvez toujours imaginer que celui d'avant, ça sera le même que celui d'après. Ceci dit, le tic-tac de l'instant présent n'a absolument pas la saveur ni de l'anticipation, ni de la remémoration. Le tic-tac du présent, il a quelque chose de vivant, on ne peut pas mettre de mots dessus, mais il est juste l'instant présent, qui a une autre saveur que celle de la mémoire ou que celle de l'anticipation. Je vous propose qu'on poursuive notre itinéraire ensemble, Jean-Pierre Brouillot. Où allons-nous ? Après Katmandou hier, vous nous conduisiez ce matin au Soudan. Vous étiez là-bas en 77, avant la guerre, avant la séparation en deux pays différents. Et vous évoquez notamment dans ce livre un trajet épique entre Wadi Alpha et Khartoum au Soudan. Comment s'est passé ce voyage en train ? Bon, déjà, comme on a parlé de Katmandou hier, il y a eu une prise de conscience dans ma vie. Quand j'étais à Katmandou, je réalisais que j'étais avec mes semblables. C'était à l'époque des mouvements hippies, tout ça. Et j'étais pas assez grand pour vivre ma propre individuation. Et j'ai réalisé au bout de plusieurs mois à Katmandou et en Inde que j'étais dans une recherche de famille et qu'il fallait que je sorte de ça aussi pour grandir. Donc là, j'ai décidé de prendre les chemins de l'aventure. Et le Soudan, à l'époque, était extrêmement peu visité. On devait être une dizaine d'Occidentaux par an à aller au Soudan. C'était très compliqué. Il y avait 30 km d'asphalte à l'époque, entre Khartoum et la résidence du président. 30 km en tout dans le pays, dans un pays qui est gigantesque. 5 fois plus grand que la France. C'est ça, il est gigantesque le pays. Ouais. Donc on est parti en autostop avec l'ami avec qui je voyageais à l'époque, à travers le désert. On a eu des mésaventures un peu cuisantes et on s'est retrouvé à mourir de soif et abandonné par un camion notamment. Et après, on a rejoint effectivement une petite bourgade qui s'appelait Kosti pour rejoindre Djouba. Et là, on a pris un bateau à roue à aube qui tirait 2 barges. Et là-dessus vivaient, c'est quelque chose de complètement impressionnant, vivaient tous les peuples pasteurs de la région, qui sont à savoir les Dinka, qui vivaient à l'époque nus avec des scarifications, les Nuer, tous ces peuples. Et on dormait en classe ultime, sur la 3e ou 4e classe. On dormait dans une espèce de grand dortoir, les uns à côté des autres, allongés par terre. Il y avait une prison. On a vécu des choses incroyables pendant ces 15 jours. On pêchait pour manger, parce qu'on n'avait rien à bouffer. Donc on pêchait. On a perdu un homme au milieu des crocodiles et des marécages. On a eu un incendie. On a arraché la cabine de première classe qui a été arrachée. On rencontrait des îles flottantes parce que c'est le plus grand marécage du monde. Et il y avait des îles flottantes. Et à un moment donné, il devait y avoir un arbre sur cette île qui a frotté un peu de trop près le bateau. Et ça a arraché toute la cabine de première classe. Bon, il s'est passé des choses étonnantes pendant ces 15 jours de navigation vers Djouba. Et j'ai surtout connu John Darlan, qui est l'homme qui a été l'indépendantiste du Soudan du Sud. Oui. Mais ce trajet en train, alors, sur le toit du wagon, vous étiez ça, on est arrivé, on avait traversé toute l'Égypte en autostop et on est arrivé au Soudan.
Et à ce moment-là, on a appris qu'il y avait 4 classes. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est 4 classes? Moi, je connaissais bien les 3 classes en Inde, avec le 3e classe en bois. Et là, les 4e classes, c'était sur le toit. Et là, c'était franchement compliqué pour monter sur le toit. Et il fallait dormir sur le toit, quoi. Il faisait extrêmement chaud, c'était au mois de juin, c'était la canicule. Donc, le train avançait très, très doucement. On était littéralement cramés. Et c'était fantastique parce que quand on s'arrêtait, il y avait les marchands de thé qui couraient sur le toit en criant « Saï, saï », le thé. Ils sautaient d'un wagon à l'autre et ils nous servaient du thé sur le toit. C'était pas un petit voyage, 2 jours et une nuit. 2 jours et une nuit, ouais. C'est là où j'ai commencé à apprendre un peu sérieusement l'anglais. J'avais rencontré un jeune Américain aventurier et on s'était attachés avec une ceinture tous les deux pour faire plus de poids, pour pas glisser la nuit quand on dormait. Enfin, s'il y en a un qui tombe, ce sont les 2 qui tombent. Oui, mais on trouvait que ça faisait une sorte de... Comme c'était un peu bombé le train d'un toit, donc on avait estimé qu'on avait plus de chances de ne pas tomber comme ça. Alors cette traversée du désert, vous l'évoquiez aussi, vous faites du stop en plein désert, un chauffeur de camion vous prend dans son camion, mais il vous demande de l'argent. Alors vous redescendez du camion. À l'époque, on était très arrogants. Désert. C'est ça. On était très arrogants, on avait 20 ans, et on avait décidé qu'on faisait le tour du monde sans payer le déplacement, sans payer le couchage. Et la nourriture le moins possible. Et surtout sans jamais faire marche arrière. Ça, c'était même pas la peine d'y penser. Et je comprends très bien. Moi, je voyage. J'étais encore en Éthiopie il y a pas longtemps en autostop. Je paye mes trajets. Je comprends. Tout le monde paye son trajet, même en autostop, parce que les gens, l'essence, ça coûte cher. Mais à l'époque, on voulait pas. Donc de temps en temps, ils nous faisaient gratuitement avancer, mais des fois, ils nous demandaient de l'argent. Donc ils nous faisaient descendre du camion. Et là, on était en plein désert avec une piste extrêmement large. Il y avait à peu près 60 degrés au soleil qui nous tombait sur la tête et on n'avait pas d'eau. Et on est resté des heures là. Vous avez eu peur ? C'est difficile de parler des années après et je voudrais pas faire le fanfaron, mais j'ai pas la sensation. On était en pleine fièvre romantique de l'aventure et je crois que ça nous excitait tellement que... Résultat, vous buvez de l'eau dans un vieux jerrycan qu'on vous prête, mais l'eau est contaminée, vous tombez gravement malade. C'est ça, oui, il y a eu du kérosène dedans. Et c'était tellement tentant que j'en ai quand même bu et j'ai vraiment été malade, oui. Quand vous repensez à ce voyage au Soudan, Jean-Pierre Brouillot, puisqu'il n'y a pas d'image évidemment dans votre tête, qu'est-ce qui vous revient précisément ? Alors le Soudan, ça s'apparente pour moi à des pays que j'ai beaucoup appréciés, tels que l'Afghanistan, le Yémen et l'Éthiopie. Cette odeur de pain cuite dans les villages, ça sent la poussière et le sable partout, la terre battue. Il y a des odeurs très caractéristiques et puis une force tellurique. Voilà, c'est le mot qui me vient. Force de terre comme ça, ouverte, que ce soit les plateaux ou que ce soit le désert. Et c'est vraiment caractéristique de ces pays secs. Et puis une immense gentillesse des gens. Alors vraiment immense gentillesse. Khartoum à l'époque, et pas que Khartoum, hein. On était invités absolument partout. Hein. Moi je me rappelle une fois, c'était gênant, je rentre dans un petit restaurant... Enfin, on mangeait pas dans les restaurants. En fait, on mangeait sur des gargotes qui étaient dehors. On mangeait dans des assiettes en métal avec les mains. On nous servait du foul, c'est des sortes de haricots, avec de la sauce, du piment, et on mangeait ça avec les doigts, avec un pain plat. Et un jour, on demande le prix pour payer, et puis ça nous paraissait pas le prix qu'on nous demandait habituellement, qui était totalement dérisoire. Et le fait qu'on ait fait un peu la grimace, aussitôt quelqu'un a payé pour nous, quoi. Et c'était comme ça en permanence. Ça vous a brisé le cœur, j'imagine, la guerre qui est survenue ensuite, la très longue guerre au Soudan, qui bat encore son plein d'ailleurs, et cette partition en 2 pays. Vous savez, voyager aujourd'hui, ça devient très très compliqué. Hein. Quand vous regardez le Moyen-Orient, quand vous regardez l'Afrique de l'Ouest, ça devient très dangereux. Évidemment que ça fait mal, oui. Quand est-ce qu'on va être capable de vivre ensemble ? Allez voir ailleurs, c'est le titre de son livre, Dans les pas d'un voyageur aveugle. Jean-Pierre Brouillot, invité du matin du départ. Bienvenue à tous. Tes perles de rosée sur
pour la nature en fleurs, chère à mon cœur. Le ciel a choisi mon pays pour faire un nouveau paradis, au loin des tourments, dans un éternel printemps. Pour les amants, chante mon cœur la chanson du matin, dans la joie de la vie qui revient. Matin fait lever le soleil, matin à l'instant du réveil, mais dans le cœur battant de celui que j'attends, un doux rayon d'amour, beau comme le jour, afin que son premier soupir réponde à mon premier désir. Oui, l'heure est venue où chaque baiser perdu ne revient plus. Chante mon cœur la chanson du matin, dans la joie de la vie qui revient. La chanson d'Orphée, c'était Pauline Croze sur France Inter, reprise d'un chant populaire brésilien, Mania do Carnaval. Jean-Pierre Bruyot, on est avec vous pour le matin du départ, cette sonorité brésilienne pour évoquer à présent l'Amazonie. Elle a une place à part dans ce récit de voyage en Amazonie. On est entre le Pérou et la Bolivie. Parmi tous ces voyages, est-ce que vous diriez que c'est l'un des plus forts ? C'est un endroit totalement intemporel. Et c'est effectivement un endroit, quand on est aveugle, qui semble... Il n'y a pas de repère. Mais vraiment pas du tout, quoi. Hormis l'eau et les arbres et la boue. Parce que là, j'étais dans une région à 700 mètres d'altitude. Il pleut beaucoup en forêt. Oui, là, j'ai vécu les livres que je lisais quand j'étais adolescent. Parce que vous avez été chercheur d'or, Jean-Pierre Bruyot. J'ai été chercheur d'or, oui. Et puis, j'ai vécu des choses assez extraordinaires. Je sais pas, je peux vous raconter une anecdote comme ça en passant. On était sur un territoire... où les Indiens avaient massacré quelques années auparavant des missionnaires, donc plus personne ne passait par là. Et nous, on est passé par là avec des amis sud-américains. Bon, on avait des armes quand même sur les pirogues. Et à un moment, il y a un tronc d'arbre qui obstrue la rivière. Et ça peut être une des... Enfin, nous, on ne le savait pas, mais ça peut être une des ruses des Indiens pour arrêter une pirogue. Et donc, la pirogue, elle s'est bloquée. On a essayé de passer vite dessus, mais bon, elle s'est bloquée dessus. Et on s'est retrouvé, la pirogue, à cheval, en quelque sorte, sur le tronc d'arbre, au milieu du fleuve. Et bon, quand on a vu qu'il n'y avait pas de volet de flèches pour nous accueillir, on a compris que c'était l'orage qui avait cassé cet arbre. Et donc là, il a fallu rejoindre la forêt. Et il y a un de nos guides qui connaissait la forêt très très bien, qui est allé vers un arbre, et on l'a entendu couper à la machette, puis il est revenu avec des grandes écorces. Et quand j'ai mis les mains sur les écorces, je me suis rendu compte que l'intérieur de l'écorce, c'était comme du savon. C'était extrêmement, on pourrait dire quoi, savonneux, huileux, quelque chose comme ça. Donc on a levé la pirogue, on pouvait la lever en s'arc-boutant sur l'arbre, en travers de la rivière, on a pu la lever de 1,5 cm, un truc comme ça. On a mis l'écorce entre la pirogue et l'arbre, et là, quand on l'a poussé... ça glissait. Ça a glissé tout seul, ouais. Les MacGyver en Amazonie. C'est ça, ouais. On a découvert... C'est fabuleux, parce que chaque jour, on découvre quelque chose de nouveau. Cette intelligence possible dans la solidarité intelligente et sensible entre l'être humain et la nature, en fait. Vous le dites dans votre livre, Jean-Pierre Bruyot, ce terme « chercheur d'or », il est extrêmement romanesque. Et en fait, il décrit une activité qui relevait plutôt de l'esclavage à l'époque. Oui, mais je crois qu'aujourd'hui encore, moi j'étais encore en Guyane il n'y a pas très longtemps, sur certains fleuves
où les chercheurs d'or sont clandestins, c'est toujours de l'esclavage. C'est des gens très très pauvres qui ont traversé la forêt et à qui on a promis certaines sommes d'argent, mais en fait, ils sont complètement en esclavage. Ouais. Les conditions de travail, vous les avez éprouvées, vous aussi ? Sont très très rudes, très très rudes, avec évidemment la lèpre blanche, avec le paludisme, avec l'humidité constante, les vêtements qui moisissent sur nous. C'est vrai que c'est des conditions. Faut vraiment pouvoir dire oui à la forêt pour être bien dedans, quoi. Et c'est pas facile. Comment ressentiez-vous le paysage, Jean-Pierre Brouillot ? Je ressens les paysages. Alors là, en l'occurrence, j'essaye de rentrer dans cette sensation. Ça dépend où je me situais. Quand j'étais en bord du fleuve, l'impétuosité du fleuve, j'entendais l'eau, j'entendais les bestioles sauter. Je me souviens très très bien des caïmans quand on s'approchait, qui sautaient des troncs d'arbres dans l'eau. Mais quand on était en forêt, je me sentais, très 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 petit, très humble. La forêt a cette capacité à nous mettre en face avec notre vulnérabilité. Et ça tombe bien parce que on se sépare de la vie quand on se croit fort. Alors que quand on est vulnérable, on s'ouvre à la vie telle qu'elle est. Ça fait partie des expériences de voyage, moi, qui m'ont fait toucher justement à cette constatation-là. Vous êtes retourné depuis en Amazonie avec votre fille. Oui. Elle a les gènes du voyage aussi, j'imagine ? Oui, elle a les gènes de voyage. Bon, je pense qu'il y a toute une éducation. Quel âge a-t-elle ? Elle a 20 ans aujourd'hui et je l'ai amenée sur presque tous les continents. Ce qui était important dans mon éducation, c'était le direct. C'est-à-dire, au lieu de parler de la peur pendant des plombes autour d'une table, je disais, écoute, on va aller en Amazonie, on va remonter un fleuve, on va dormir dans les hamacs la nuit, en pleine forêt, et on va savoir ce que c'est que la peur. C'est quand même un peu plus direct, quoi. C'est l'apprentissage sur le terrain. C'est ça, oui. Ouais, mais c'est comme ça qu'il faut vivre. Elle est en couverture de votre livre sur la photo, Jean-Pierre Brouillot, votre fille. Et là, on la voit en train de vous guider pour traverser une rivière au Cambodge, je crois. C'est ça, ouais. Ouais, on était en pleine forêt l'année dernière dans les gens, des minorités qu'on appelle les Bunong, qui vivent dans la forêt, dans des villages communautaires sur pilotis. Et on a fait quelques randonnées guidées par les villageois en forêt. Et il y a un moment, effectivement, il y avait une rivière assez compliquée à traverser avec un tronc d'arbre. Et c'est là où on la voit me guider, effectivement. C'est elle qui vous montre le chemin, souvent, en voyage, elle vous guide. Oui. Une phrase qui m'a beaucoup émue dans votre livre, « Le chemin, c'est celui que nous traçons en marchant ». Oui, le chemin n'est pas fait d'avance. Quand on a choisi sa propre vie, le chemin, on le fait en marchant, oui. L'amour, on le fait en aimant. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien devant nous, quoi. C'est juste... Le chemin n'est pas devant, il est celui qu'on trace. Il est celui qu'on fait, ouais. Et nous sommes sur Terre pour convertir nos plaintes en célébration. C'est ce que vous écrivez aussi. C'est totalement ça, ouais. Merci beaucoup. Allez voir ailleurs dans les pas d'un voyageur aveugle. C'est aux éditions Point. Je recommande également votre blog, L'illusion du handicap. Et puis un documentaire intitulé 2 hommes, un regard. Vous tournez pas mal en France, c'est ça, pour l'accompagner ? Actuellement, oui, dans les festivals d'aventure, partout où on est invité. Des projections. Je vous invite à nous inviter. Débats dans les bibliothèques également. Voilà. Invitez-le. Merci encore, Jean-Pierre Brouillot. Très belle journée. Très belle journée à vous. Merci. Et à bientôt beaucoup. Sur France Inter.